Bonjour tout le monde et bienvenue une fois de plus à cette formation Certivalo de Glomari, au fait gratuitement par Glomari, SARL. Donc, nous sommes aujourd'hui à la 5e journée de notre semaine. Nous avons commencé mardi avec les fondamentaux qui sont les bases de ce modèle. Puis, en introduction du modèle, nous avons fait les genèses. La journée du mercredi 28 mai 2025 de faire, nous a permis de faire les principes de ce modèle de valorisation. Puis, le jeudi, nous avons vu les mécanismes pendant 8 heures. Les principes, c'était 8 heures de temps. Les mécanismes, nous avons fait toute la journée de jeudi, 8 heures de temps. Hier, vendredi, nous avons fait des cas pratiques pendant 6 heures avant d'aborder les modèles. Avant d'aborder les modèles, les différents types de modèles de valorisation, parmi lesquels le modèle local que nous sommes en train de développer et le modèle de valorisation financière internationale. Alors, ce matin, au 5e jour de cette formation, nous ferons la place des parties prenantes, 4 heures de temps, et dans l'après-midi, nous ferons la gouvernance et la gestion des privilèges, avec la particularité que dans l'après-midi, ça sera en antenne libre. Donc, on laissera le soin aux différents participants de pouvoir partager ce qu'ils ont compris à l'issue de cette formation de 40 heures, 5 jours, 37 chapitres. Donc, spécialement, j'ai envoyé quelques invitations des gens qui vont nous rejoindre. On verra s'ils vont rejoindre. Et ainsi, ils pourront aussi partager leur expérience. Donc, sans plus tarder, je vais peut-être laisser le soin à une ou deux personnes de nous dire bonjour. Donc, Madame Monte, est-ce que Madame Monte peut nous dire bonjour, ainsi que Madame Captué? On va laisser l'honneur à ces deux femmes. Allô? OK, nous écoutons. Bonjour, baisse menton. OK, donc, je Bonjour, pense bonjour qu'elle à n'est pas tout en le monde. santé. Je suis Edith Noël Monté. J'ai dit bonjour à tout le monde. Merci. OK, merci Madame Monte. Madame Captué, on veut bien voir, prendre votre bonjour ce matin. Oui, bonjour à tous. Moi, je vais très bien. J'espère que tout le monde va bien. Je dis encore merci à son Excellence, Monsieur l'ambassadeur. Je dis encore merci au coach pour l'opportunité qu'il nous donne comme ça de saisir un gros projet. Et voilà, j'espère que vraiment ça va nous permettre de performer à la maison et dans nos activités. Je vous remercie beaucoup et bonjour à tout le monde. OK, merci à ces deux dames qui nous disent bonjour ce matin. Donc, sans plus tarder, nous allons passer, comme à l'accoutumée, à l'introduction. En introduction, nous allons donc voir la description, l'objectif recherché et ce qu'il faut faire à l'issue de cette formation. Alors, cette session de ce jour montre pourquoi il est primordial de savoir intégrer d'autres acteurs dans un projet pour viabiliser ce projet. Parce que nous utilisons une formule au capital M2B. Viabilité d'une entreprise, d'un projet égale opportunité plus engagement des parties prenantes. Cette formule, je l'ai eue, je pense, en 2014 lors d'une formation sur le Design Thinking. C'est une certification que j'ai eue en 2014 et c'était une certification expérimentale. Donc, je l'avais fait gratuitement. En 2014, c'était au programme IDEA de EM Lyon. Et avant cette formation-là, je pense que j'avais suivi en 2013
la formation sur l'effectuation, toujours gratuitement. La formation sur l'effectuation. Et plus tard, à la date d'aujourd'hui, ces formations coûtent extrêmement cher. C'était aussi des formations expérimentales. C'est pour ça que nous aussi, dans le cadre de ce concept, nous avons commencé par une partie expérimentale, par une phase expérimentale. Et normalement, dans notre modèle économique, elle sera gratuite. Cette formation sera à toujours gratuite. Donc, espérons que on ne changera pas la formule en cours de route. Tout va dépendre des parties prenantes. C'est un peu comme l'expérience de WhatsApp que j'ai partagée il y a 1 ou 2 jours, où Mark Zuckerberg, quand il achetait WhatsApp à Ackman et son cofondateur, il avait promis que WhatsApp, qu'il ne devait pas prendre les data à travers WhatsApp. Et quelques 9 à 10 ans plus tard, quand il a annoncé qu'il doit prendre les data à travers WhatsApp, les 2 cofondateurs de WhatsApp sont partis de Facebook. Ils sont partis de Facebook. L'un en laissant... WhatsApp avait été acheté à 19 milliards de dollars, je crois en 2009. Le WhatsApp a été créé par un Ukrainien et un Américain. L'Ukrainien, j'oublie seulement son nom, c'est Ackman que je me rappelle son nom. Il y avait 2 cofondeurs. Et quand ils vendaient WhatsApp, c'était 50 employés et 450 000 abonnés. Je me souviens, quelqu'un m'avait aussi dit concernant Facebook, donc Mark Zuckerberg, qu'un jour il s'est levé, il dit, mais où sont les Américains? Parce qu'il ne voyait plus les gens sur Facebook. On lui a dit, ils sont sur WhatsApp. Il dit, WhatsApp, c'est quoi? On lui a expliqué. Il a dit, OK, c'est pas grave. Il est allé voir les 2 gars de WhatsApp. Il leur a dit, OK, vendez-moi WhatsApp. Les gars ont dit qu'ils ne vendent pas. Il a dit, OK, achète à 450 000 dollars. Les gars ont dit non. 5 milliards de dollars. Les gars ont dit non. Je vais 10 milliards de dollars. Les gars ont dit non. Il est monté jusqu'à 19 milliards de dollars. Les gars ont dit, vraiment, nous sommes forts, mais tu n'es pas faible. Donc, on accepte. Et il a payé avec, je crois, 4 milliards en espèces, je crois, et le reste en compensation des actions de Facebook. Voilà. Il a fait une compensation, le reste en compensation. Donc, il a payé le reste en ressources. Et ça sera la leçon principale de ce jour, les ressources. Donc, voilà ce qui s'est passé avec WhatsApp dans son modèle économique qui, jusqu'à aujourd'hui, quelque part, continue à être gratuit. Ça, au moins, ils ont maintenu ça. Mais WhatsApp donne beaucoup d'argent, ça donne sauvagement d'argent. Sans WhatsApp, je crois que Facebook sera déjà mort même depuis. C'est WhatsApp qui donne de l'argent à Facebook. Une histoire de ce genre. Donc, les objectifs recherchés à travers ce module, c'est que l'apprenant doit pouvoir apprécier l'apport des acteurs de tout ordre. Donc, quel que soit le type d'acteur, les apprenants, ceux qui participent à ce cours doivent comprendre quel est l'apport de ces acteurs-là et apprécier un apport qui est important dans un projet de création d'entreprise ou de restructuration d'entreprise pour l'ouverture de capital. Et nous le disons bien, le casting doit être méticuleux. Si quelqu'un veut comprendre le mot méticuleux, je vais le renvoyer au business série de Tony Elumelu. La façon de faire de Tony, c'est une série en 10, c'est 10 ou c'est 12, je ne me souviens même plus. Disons 12, je ne sais plus. Je crois que c'est 12, oui. C'est une série en 12 épisodes qu'on appelle les TOE-Ways. J'ai traduit en français la façon de faire de Tony. Il y a un chapitre où il parle d'être méticuleux, qu'un entrepreneur doit être méticuleux. Chaque année, moi, j'ai suivi cette formation de 2015 à 2019 au Nigeria. Chaque année, j'allais au Nigeria pour le forum de la Fondation Tony Elumelu. Et j'avais l'honneur de suivre Madame Angela Eneke, suivre partager physiquement cette formation pendant le forum, comme je l'ai dit, de la Fondation Tony Elumelu, du programme d'entrepreneuriat de la Fondation Tony Elumelu. Et depuis 2020, comme il y a eu la COVID, ça se passe en ligne. Et j'ai l'honneur d'être le facilitateur francophone. Donc, chaque année en ligne, quand elle passe au module en anglais, moi, je le passe en français.
depuis 2020. Cette année, ça sera bientôt. D'ici d'ici un mois et demi maxi, je pense qu'on aura fait ce module-là, les TOWs. Et il y a une partie, un épisode où il parle de ce que c'est qu'être méticuleux. Que faire après ce module? Nous restons toujours dans nos deux postures, la posture d'investisseur et la posture de porteur d'idées. L'investisseur doit avoir la culture d'adhésion au projet de création ou de restructuration d'entreprise. C'est ça, si vous êtes un investisseur, vous devez avoir cette culture-là. C'est-à-dire, quand vous voyez un projet qu'on crée, vous devez adhérer à ce projet-là. Quand vous voyez une entreprise qu'on est en train de restructurer pour ouvrir le capital, c'est-à-dire qu'il faut qu'on restructure et qu'on vous donne l'occasion de rejoindre le bateau, de venir prendre votre part du gâteau. C'est-à-dire rejoindre le bateau ou de venir prendre votre part du gâteau. Et pour cela, les porteurs d'idées doivent toujours penser à associer d'autres personnes aux initiatives de création ou de restructuration d'entreprise. C'est ça. S'il y a donc des gens qui ont la culture pour rentrer, prendre leur part de gâteau, il faudrait donc qu'il y ait des gens qui leur permettent d'apporter des ressources, d'apporter ce qu'eux, ils ont en contrepartie de la part de gâteau qu'ils veulent. C'est ça le jeu. C'est un jeu que je vous dis où il y a mâle et femelle. Il y a gauche et il y a droite. Donc, le porteur d'idées aussi, à travers le module de ce jour, doit être capable de mettre en place un mécanisme de recrutement des acteurs. C'est ça que nous appellerons la cartographie. J'ai partagé dans le groupe un support qui s'appelle cartographie des acteurs. Le docteur Andambana a parlé hier, il ne savait pas qu'on n'avait pas encore fait ce module à Glomari. Il a bien insisté dessus. Il faut savoir maîtriser qui sont les acteurs et savoir comment les activer pour obtenir leurs engagements. Parce on l'a bien dit, un projet n'est viable que si l'opportunité rencontre l'engagement des parties prenantes. Et quand c'est en création d'entreprise, on passe à ce qu'on appelle la co-création. C'est comme ça que ça se passe. Alors, si le porteur d'idées sait mettre en place les mécanismes de création des acteurs, le mécanisme de recrutement des acteurs, il faut bien qu'en tant qu'investisseur, qu'on s'expose aux initiatives naissantes ou en cours. Naissante, si c'est la création, en cours, si c'est la restructuration. Donc, les investisseurs doivent être ouverts. Ça peut être des hauts cadres de l'administration, ça peut être des hauts cadres du secteur privé, ça peut être des employés ordinaires du secteur privé, ça peut être les benzineurs, ça peut être les chauffeurs taxi, ça peut être les étudiants, ça peut être même des enfants qui ne sont pas encore nés. Oui, c'est possible qu'ils soient investisseurs. Et c'est une affaire de culture, c'est une affaire de culture familiale. On doit inculquer à nos enfants l'art d'investir. Je pense que Mme Montiel, là, je vais pas, je n'attends pas beaucoup qu'elle réagisse parce qu'elle ne se porte pas bien. Mais c'est elle qui m'a partagé l'expérience de Nuchugwen où, quand il envoyait ses enfants en vacances, les enfants en rentrant, à bas âge, moins de 10 ans, en rentrant, on leur donnait un budget pour faire les emplettes. Il y a l'un d'une année qui a dit, papa, je ne veux pas moi acheter les cadeaux pour donner, pour garder à mes frères. Je veux que tu m'amènes à l'Assemblée générale de ta société et je vais acheter les actions de ta société. Voilà ce que son fils ou sa fille lui a dit. Ça, c'est quelque chose que Mme Monte m'a partagé un jour. Bon, quand j'ai enregistré, ça grisillait. Donc, je ne partage pas beaucoup ça parce que ça grisillait. Ça grisillait énormément. Donc, c'est quelque chose qu'elle a partagé. Comme pour dire que même un enfant de 2 ans peut être actionnaire dans une entreprise, ce n'est pas interdit. Même un ministre peut être actionnaire dans une entreprise, ce n'est pas interdit. Quand tu es actionnaire, tu n'as pas la qualité de commerçant.
ce qu'on interdit à certaines personnes et dont on parle d'incompatibilité, c'est d'être commerçant. La qualité de commerçant est incompatible avec un certain nombre de métiers. C'est ça le truc. Donc, alors, si les investisseurs s'exposent aux initiatives naissantes ou en cours, ils doivent aussi s'impliquer dans l'administration des entreprises. Alors, s'ils s'impliquent dans l'administration des entreprises, ça veut dire qu'ils peuvent être administrateurs, ils peuvent être présidents de conseil d'administration, ils peuvent être auditeurs ou bien avoir la charge de recruter l'auditeur légal, c'est-à-dire l'expert comptable au Cameroun, le commissaire aux comptes, qui doit s'occuper de la revue des comptes de l'entreprise. Ça s'appelle de la révision comptable. Et on le dit parce que c'est un marché, c'est une affaire de gros sous. Et ces gros sous-là, ce sont des charges de l'entreprise. Et on ne balance pas ces charges par la fenêtre. Non. On souffre quand même pour avoir des revenus. Et quand on a ces revenus, ça se dilue dans les charges. Et la loi permet qu'on puisse diluer ces revenus dans les charges. La loi le permet. C'est pour ça que dans ce que nous venons de suivre de Robert Kiyosaki, dans le temps d'attente, on disait les entrepreneurs augmentent les charges pour s'enrichir. Alors que les employés, pour s'enrichir, sont obligés d'augmenter leurs revenus. Les entrepreneurs augmentent simplement leurs charges. Et si ils augmentent les charges, ça veut dire que, par exemple, du jour au lendemain, vous êtes SARL et vous passez SA. Quand vous passez SA, ça veut dire que vous aurez des commissaires aux comptes et le commissaire aux comptes, la révision comptable, ça coûte cher. Attention. Et comme disait Robert Kiyosaki, quand quelqu'un vient le voir, il vante ses produits, il dit arrête-moi ça. Ton système, c'est quoi? Qui met en place le système? Ce sont les experts comptables. Donc, ça coûte encore cher. Donc, un investisseur ou un homme riche pour garder sa richesse, qui va toujours s'augmenter, quel que soit ce qu'il fait, plus il augmente les charges, plus il devient riche. Vous comprenez qu'il faut qu'il partage. Je vous ai dit toujours qu'il faut partager. Quand vous donnez un contrat à quelqu'un, c'est gratuitement. Ce sont les employés qui aiment passer par derrière prendre les prébendes. Quand ils donnent un marché à quelqu'un, ils passent par derrière prendre le pourcentage. Les gens, oui, ils ne prennent pas le pourcentage. Moi, quand je mets les gens en relation, je les ai mis en relation, point barre. Je vous ai dit hier que notre entreprise a fait beaucoup de facilitation, d'intermédiation financière auprès des banques locales, en l'occurrence à Finlande. Nous, on n'a jamais accepté de prendre 5 francs. Pourtant, c'est de ça que vivent les cabinets au Cameroun. Mon ami Aman Communique est même connecté à Afriland. Il a toujours que non, il faut aller voir Richard. Il y a des budgets pour ça. J'ai dit non, ça ne m'intéresse pas d'apporter des affaires dans une banque et de prendre les prébendes. Non, pas prébendes, de prendre les commissions. Donc, bref, c'est une affaire de modèle économique. C'est tout. C'est pas que la loi interdit, non. C'est pas que c'est mauvais, non. C'est une affaire de modèle économique. Et quand on a un modèle économique, il faut savoir aussi l'implémenter. Et la moindre des choses pour toute chose, quand on veut lancer un produit sur le marché, l'une des meilleures techniques, c'est ce qu'on appelle le prix de pénétration sur le marché. Orange l'a appliqué. Orange Money était gratuit pendant 3 mois. Après, ils ont encore prolongé sur 6 mois. Les gens étaient contents. À l'époque, tu pouvais payer tes factures Eneo. C'est encore, on ne te coupe rien. Tout le monde était content. C'est une façon de vous attirer. Et dès que vous êtes rentré tous les jours, maintenant, on commence à augmenter les prix. Vous subissez. Celui qui est énervé, il sort. Mais en temps, tu es même content qu'on ajoute des prix. Par exemple, quand on ajoute des prix, c'est des nouveaux services. Tu peux gérer ta banque à travers Orange Money. Mais c'est valorisant. Ça t'évite un déplacement en voiture qui va te coûter un carburant de 5 000, 10 000. Ça t'évite une file d'attente. Et pour 100 francs, moi, j'ai mon truc de... Toutes les opérations que je fais à UBA, ça me coûte 1 000 francs. Toutes les opérations, du coup, je ne mets jamais mon pied à la banque. À Mijec, donc, bref, quand je travaille sur mes comptes bancaires, je ne bouge pas. Ça me coûte quoi? 1 000 francs? 500, 300. Que coûte une file d'attente? Ça coûte quoi une file d'attente? Tu paies en tout. Tu paies en tout. Je peux faire un virement de 20 millions à quelqu'un, tout de suite, en un clin d'œil. Pendant qu'un autre peut faire la file d'attente,
Il encaisse, il met dans le sac, il porte, il part, il remet. Et on lui donne un reçu. Les gars, easy. Tout ce que je reçois comme reçu, c'est un SMS. C'est fini. Et notre comptabilité n'a d'ailleurs pas admis ça tout le temps. Ça fait quoi? Ça fait depuis 2002 que je suis numérique à près de 90%. En France, on se plaignait, mon banquier se plaint un jour, monsieur, il faut qu'on ne vous voit jamais. Vous me voyez pour faire quoi avec moi? Je viens à la banque faire quoi? OK, donc il faut que les investisseurs apprennent à s'impliquer dans l'administration des entreprises. Alors, pour qu'ils s'impliquent, il faudrait que les porteurs d'idées aient à arbitrer les enjeux personnels, à arbitrer les enjeux. Donc, ils doivent tenir compte des intérêts de chaque acteur et d'arbitrer. Toi, tu es premier PCA, après c'est tel qui est aussi PCA, après c'est tel. Et quand il dit le porteur d'idées, c'est bien évidemment les personnes que les nouveaux investisseurs trouvent, parce que les décisions se font de façon collégiale et à l'unanimité. C'est-à-dire, il y a une majorité, c'est une gouvernance, quand on parle de gouvernance, c'est une démocratie où il y a les règles de vote, il y a le quorum qui doit être atteint, quelle que soit la décision qu'on prend, les résolutions, qui peuvent d'ailleurs qui peuvent être attaquées en justice, bien sûr. Donc, tout ça se fait en respect des lois. Et pour finir, pour les investisseurs, ils doivent savoir se frayer un chemin ou bien définir leur parcours et capitaliser leurs acquis. Ils doivent savoir se créer un chemin ou définir un parcours et capitaliser leurs acquis. Donc, je crois que j'ai mélangé beaucoup de choses. Ils doivent savoir se frayer un chemin ou définir leur parcours. Pourquoi? Parce que en face, le porteur d'idées a envie de réussir intégralement son tour de table. Alors, pour réussir son tour de table, ça veut dire qu'il doit permettre que tout le monde trouve un angle où il s'assoit. Certains au fond de la classe, d'autres au premier banc. Mais tout le monde est dans la classe. C'est clair. Et vous avez remarqué que généralement, dans les salles de classe, c'est les plus pauvres qui sont devant. Ceux qui ont les premiers notes, on les met devant. Les cancres, on les envoie derrière au fond de la classe. Ignorant que quand tu es derrière, en fait, tu as une vue sur tout. Ce sont ces cancres-là qui deviennent plus tard des entrepreneurs. On laisse les forts devant, ils sont premiers de la classe pour aller être employés. Ceux qui échouent, donc qui apprennent la vie, arrêtent l'école très tôt pour aller être des entrepreneurs et après ils emploient ceux qui ont réussi à l'école. C'est comme ça que le système a été conçu. Les plus forts à l'école sont des employés. Ils ont des gros diplômes pour venir travailler pour les plus faibles. Faibles à l'école, mais forts dans la vie et très riches. Alors, un investisseur doit donc aussi apprendre à capitaliser ses acquis. Comme on le verra, vous verrez les acquis de M2B. Et comment est-ce que M2B capitalise ses acquis? Pour un porteur d'idées, il doit aussi, pour capitaliser l'acquis des investisseurs, il doit savoir lever intelligemment les fonds. Et si vous voulez avoir de l'intelligence financière, allez lire un livre comme Augmenter son intelligence financière de Robert Kiyosaki. Donc, les amis, à titre introductif, voilà ce qu'on pouvait dire dans ce module. L'introduction déjà est assez parlant et il est question que nous puissions partager donc, afin de donner ces compétences à tout ce monde, nous devons donc comprendre ce que c'est que identifier les acteurs. Je vais laisser Joseph lire à haute voix, s'il te plaît. Sommaire 1. Identification des acteurs. 2. Construction du réseau d'acteurs. 3. Jeu de position des acteurs. 4. Négociation, recrutement des acteurs. 5. Apport des ressources des acteurs. OK, merci à Joseph de nous avoir prêté sa voix. Donc, voilà donc un ensemble
de choses qui vont nous entretenir, qui vont permettre qu'on s'entretienne ce jour. Concernant la place des parties prenantes dans un projet de création d'entreprise. Concernant donc l'identification des acteurs, nous allons ensemble écouter ce que nous dit cette dame dans le cadre d'une vidéo. Bonjour, la leçon d'aujourd'hui portera sur la méthodologie de la cartographie d'acteurs. Il s'agit d'une méthode issue des études sur les controverses en sciences et techniques. Portera sur la méthodologie de la cartographie d'acteurs. Il s'agit d'une méthode issue des études sur les controverses en sciences et techniques, dite sociologie des sciences ou théorie de l'acteur réseau, développée par Madeleine Akrich, Michel Callon et Bruno Latour. Nous allons la conjuguer avec des outils issus des méthodes de travail collaboratif comme le mind mapping ou le visual mapping. Il s'agit de comprendre comment différents acteurs s'emparent d'un problème, voient le fond émerger en tant que tel et le définissent. Se positionnent face à une innovation, par exemple, selon un échiquier de pouvoir, de ressources et d'opportunités. Il ne s'agit donc pas seulement de repérer qui sont les prescripteurs, par exemple, les concurrents ou les clients, mais bien d'identifier au long cours les opposants ou les alliés du projet, les rapports de force et de coalition qui se mettent en place, les mots-clés de ces différents acteurs et le sens donc qu'ils attribuent à leurs actions. Alors, pourquoi utiliser ces méthodes dans le cadre du design thinking? Eh bien, comme un outil stratégique pour à la fois situer le projet et se situer en tant qu'entrepreneur ou chargé de projet dans un écosystème socio-économique, politique, associatif, voire médiatique. La méthode consiste en 3 étapes. La première, il s'agit de caractériser les réseaux d'acteurs existants. C'est-à-dire qu'à partir du travail de veille, on identifie les sphères sociales, culturelles, artistiques, législatives, techniques, politiques, économiques, scientifiques, qui touchent la question posée. On va recenser les acteurs en présence dans ces sphères et caractériser leur nature et leurs relations. Dans l'espace, à travers les dynamiques sociales, donc une cartographie, et dans le temps, à travers une chronologie. Alors pour prendre un exemple, si vous vouliez étudier les systèmes urbains de l'eau, différents acteurs publics de la gestion de l'eau, entreprises, cadres législatifs, lobbies politiques, écologistes par exemple, acteurs scientifiques, ceux qui réfléchissent à la place et les usages de l'eau, ou encore artistes et usagers de loisirs pourraient intervenir sur la question posée. Donc, dans tout projet, on va être amené à travailler avec des personnes et ou des groupes constitués en amont du projet ou en constitution pour le projet. Donc, il s'agit ici de dresser une photo générale des forces en présence avec une dimension que l'on pourrait qualifier quasi d'archéologique pour connaître l'histoire, mieux comprendre le présent et envisager l'avenir. La deuxième étape, c'est d'identifier les acteurs existants et potentiels. On va dresser un inventaire le plus exhaustif possible. Pour chaque acteur, individuel ou groupe, on renseigne le qui, selon 7 critères. Nature, nombre, représentativité, historique, argument, ressources et objectifs. Alors la nature, associative, lobby, groupe non organisé, fonction, statut. Le nombre, combien sont-ils? Ensuite, la représentativité. Alors, il s'agit d'utiliser ce terme non pas au sens sociologique d'un échantillon représentatif, mais de la question « qui représente-t-il ? Au nom de qui parle-t-il ? Ou prétend-il parler ?» C'est la notion de porte-parole chez Bruno Latour et Michel Callon. Ensuite, l'historique. Depuis quand sont-ils dans cette sphère? Interviennent-ils sur la scène du projet? Depuis quand se sont-ils saisis de cette question? Pour quelles raisons se sont-ils mobilisés? À quel moment peut-être d'un événement particulier? Ensuite, leurs arguments.
c'est-à-dire quel point de vue défendent-ils, selon quelle terminologie, quels mots-clés. Ensuite, les ressources. Alors, les ressources de toute nature, hein, de quelles ressources disposent-ils? Est-ce qu'elles sont financières, matérielles, patrimoniales, des ressources d'ordre social, par exemple avoir un réseau, de l'entre-gens, ou encore des ressources symboliques, de pouvoir, de place historique, d'influence, de capital symbolique, ou encore, bien sûr, humaines, leur nombre, leur force de travail, leur prise avec les usages. Et enfin, leurs objectifs. Quels objectifs poursuivent-ils en propre par rapport aux problèmes posés? Donc, comment va-t-on collecter toutes ces informations? Eh bien, nous avons à notre disposition des sources très variées, des articles scientifiques, de la documentation sur les sites locaux, ce qu'on peut appeler aussi de la littérature grise, produite par les acteurs eux-mêmes, les chambres de commerce et d'industrie aussi, par exemple, les données sociodémographiques, par exemple, produites par l'INSEE, les rapports officiels et vos propres enquêtes ethnographiques ou entretiens. Étape 3, cartographier maintenant. Donc on va schématiser ces positionnements d'acteurs dans un réseau afin de situer, visualiser les relations entre les acteurs et leurs évolutions au fil du projet. Le but est de mesurer, prévenir et jouer sur les impacts des jeux d'acteurs pour pouvoir mener à bien le projet. Différentes typologies de tri possibles par sphère d'action, par sphère de légitimité, par sphère de valeur, par type de relation entretenue ou encore par argument. Comment va-t-on s'y prendre? Sous forme de cartes interactives, cartes conceptuelles, schémas et tableaux. Réalisés par exemple avec des logiciels de mind mapping et de visual mapping comme FreeMind ou XMind. Ce sont des logiciels gratuits. Vous pouvez par exemple consulter le site des controverses sur le site de Sciences Po Paris qui nous donne des exemples intéressants de travaux d'étudiants ayant utilisé ces méthodes. Attention, il ne faut pas vouloir tout mettre sur une seule carte, hein. Elle en devient souvent illisible. Il faut hiérarchiser les informations selon ce que l'on cherche à comprendre et à montrer. Il vaudra souvent mieux corréler différentes cartes qui auront été triées selon des typologies différentes, comme énoncé juste avant. Pour conclure, la cartographie d'acteurs doit demeurer vraiment un outil dynamique. On ne veut pas rigidifier une vision d'un écosystème, mais au contraire avoir un outil de suivi, des dynamiques de recomposition des forces en présence et un outil de construction d'un réseau d'acteurs spécifique tout au long du projet, sur lequel nous allons pouvoir nous appuyer. Le but, c'est de voir évoluer un écosystème vivant pour s'y situer et pouvoir y agir, et être vraiment en capacité d'agilité telle que l'exige la démarche de design thinking. Pardon, je vais devoir relancer la séquence. Elle n'est pas longue parce qu'il y a cette image qui s'est interposée. Du coup, je pense que vous n'avez pas vu, je pense que vous n'avez pas vu, vous n'avez pas vu la vidéo normalement. Donc, on voit maintenant, on voit. Ou bien, mettons son. Ambassadeur, est-ce que c'est possible d'envoyer ça dans le groupe WhatsApp? Oui, bien évidemment, vous aurez ça dans le groupe. Donc, je relance la séquence. OK, je relance la séquence, s'il vous plaît.
Bonjour, la leçon d'aujourd'hui portera sur la méthodologie de la cartographie d'acteurs. Il s'agit d'une méthode issue des études sur les controverses en sciences et techniques, dite sociologie des sciences ou théorie de l'acteur réseau, développée par Madeleine Akrich, Michel Calon et Bruno Latour. Nous allons la conjuguer avec des outils issus des méthodes de travail collaboratif comme le mind mapping ou le Le visual support mapping. PDF est déjà dans le groupe. Il s'agit de comprendre comment différents acteurs s'emparent d'un problème, voir le fond émerger en tant que tel et le définissent. Se positionnent face à une innovation, par exemple, selon un échiquier de pouvoir, de ressources et d'opportunités. Il ne s'agit donc pas seulement de repérer qui sont les prescripteurs, par exemple, les concurrents ou les clients, mais bien d'identifier au long cours les opposants ou les alliés du projet, les rapports de force et de coalition qui se mettent en place, les mots-clés de ces différents acteurs et le sens donc qu'ils attribuent à leurs actions. Alors, pourquoi utiliser ces méthodes dans le cadre du design thinking? Eh bien, comme un outil stratégique pour à la fois situer le projet et se situer en tant qu'entrepreneur ou chargé de projet dans un écosystème socio-économique, politique, associatif, voire médiatique. La méthode consiste en 3 étapes. La première, il s'agit de caractériser les réseaux d'acteurs existants. C'est-à-dire qu'à partir du travail de veille, on identifie les sphères sociales, culturelles, artistiques, législatives, techniques, politiques, économiques, scientifiques, qui touchent la question posée. On va recenser les acteurs en présence dans ces sphères et caractériser leur nature et leurs relations. Dans l'espace, à travers les dynamiques sociales, donc une cartographie, et dans le temps, à travers une chronologie. Alors pour prendre un exemple, si vous vouliez étudier les systèmes urbains de l'eau, différents acteurs publics de la gestion de l'eau, entreprises, cadres législatifs, lobbies politiques, écologistes par exemple, acteurs scientifiques, ceux qui réfléchissent à la place et les usages de l'eau, ou encore artistes et usagers de loisirs pourraient intervenir sur la question posée. Donc, dans tout projet, on va être amené à travailler avec des personnes et ou des groupes constitués en amont du projet ou en constitution pour le projet. Donc, il s'agit ici de dresser une photo générale des forces en présence avec une dimension que l'on pourrait qualifier quasi d'archéologique pour connaître l'histoire, mieux comprendre le présent et envisager l'avenir. La deuxième étape, c'est d'identifier les acteurs existants et potentiels. On va dresser un inventaire le plus exhaustif possible. Pour chaque acteur, individuel ou groupe, on renseigne le qui, selon 7 critères. Nature, nombre, représentativité, historique, argument, ressources et objectifs. Alors la nature, associative, lobby, groupe non organisé, fonction, statut. Le nombre, combien sont-ils? Ensuite, la représentativité. Alors, il s'agit d'utiliser ce terme non pas au sens sociologique d'un échantillon représentatif, mais de la question « qui représente-t-il ? Au nom de qui parle-t-il ? Ou prétend-il parler ?» C'est la notion de porte-parole chez Bruno Latour et Michel Calon. Ensuite, l'historique. Depuis quand sont-ils dans cette sphère? Interviennent-ils sur la scène du projet? Depuis quand se sont-ils saisis de cette question? Pour quelles raisons se sont-ils mobilisés? À quel moment peut-être d'un événement particulier? Ensuite, leurs arguments, c'est-à-dire quel point de vue défendent-ils? Selon quelle terminologie? Quels mots-clés? Ensuite, les ressources. Alors, les ressources de toute nature, de quelles ressources disposent-ils? Est-ce qu'elles sont financières, matérielles, patrimoniales, des ressources d'ordre social, par exemple avoir un réseau, de l'entre-gens, ou encore des ressources symboliques, de pouvoir, de place historique, d'influence, de capital symbolique, ou encore, bien sûr, humaines, leur nombre, leur force de travail, leur prise avec les usages. Et enfin, leurs objectifs. Quels objectifs poursuivent-ils en propre par rapport aux problèmes posés? Donc, comment va-t-on collecter toutes ces informations? Eh bien, nous avons à notre disposition des sources très variées, des articles scientifiques, de la documentation sur les sites locaux, ce qu'on peut appeler aussi de la littérature grise, produite par les acteurs eux-mêmes,
Les chambres de commerce et d'industrie aussi, par exemple, les données sociodémographiques, par exemple produites par l'INSEE, les rapports officiels et vos propres enquêtes ethnographiques ou entretiens. Étape 3, cartographier maintenant. Donc on va schématiser ces positionnements d'acteurs dans un réseau afin de situer, visualiser les relations entre les acteurs et leurs évolutions au fil du projet. Le but est de mesurer, prévenir et jouer sur les impacts des jeux d'acteurs pour pouvoir mener à bien le projet. Différentes typologies de tri possibles par sphère d'action, par sphère de légitimité, par sphère de valeur, par type de relation entretenue ou encore par argument. Comment va-t-on s'y prendre ? Sous forme de cartes interactives, cartes conceptuelles, schémas et tableaux. Réalisés par exemple avec des logiciels de mind mapping et de visual mapping comme FreeMind ou XMind. Ce sont des logiciels gratuits. Vous pouvez par exemple consulter le site des controverses sur le site de Sciences Po Paris qui nous donne des exemples intéressants de travaux d'étudiants ayant utilisé ces méthodes. Attention, il ne faut pas vouloir tout mettre sur une seule carte. Elle en devient souvent illisible. Il faut hiérarchiser les informations selon ce que l'on cherche à comprendre et à montrer. Il vaudra souvent mieux corréler différentes cartes qui auront été triées selon des typologies différentes, comme énoncé juste avant. Pour conclure, la cartographie d'acteurs doit demeurer vraiment un outil dynamique. On ne veut pas rigidifier une vision d'un écosystème, mais au contraire avoir un outil de suivi, des dynamiques de recomposition des forces en présence et un outil de construction d'un réseau d'acteurs spécifique tout au long du projet, sur lequel nous allons pouvoir nous appuyer. Le but, c'est de voir évoluer un écosystème vivant pour s'y situer et pouvoir y agir, et être vraiment en capacité d'agilité telle que l'exige la démarche de design thinking. OK, parfait. Donc, là, vous avez découvert comment est-ce qu'on peut procéder pour cartographier les acteurs dans un projet. Lesquels acteurs nous appelons les parties prenantes. On vous a indiqué les outils, on a donné la technique et il serait toujours intéressant et important que vous preniez le temps plus tard, en cas de nécessité, de bien comprendre de quoi il s'agit. Cette vidéo, je l'ai, comme je vous l'ai dit, depuis 2014, quand j'ai fait cette certification en design thinking. Et je ne vous dis pas le nombre de fois que je l'ai partagé. Et surtout, ce que ça a pu apporter comme impact. Alors, ces gens, à l'initiative de ce genre de vidéos, quand ils le font, c'est à dessein. Ça, c'est clair. Quand on fait une vidéo, c'est pour que la vidéo soit partagée. Ça, c'est clair. Donc, ce sont des attitudes qu'on nous vous recommandons aussi d'avoir et surtout de savoir en tirer parti. Alors, comment construire son réseau d'acteurs? Comment bâtir son réseau d'acteurs? C'est le deuxième point à l'ordre de ce module. Comment bâtir le réseau d'acteurs? Nous, au cabinet, nous avons plusieurs approches. La première approche, c'est la proposition d'un levier de base. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que nous, au cabinet, non, je laisse d'abord Sango parler. Allons-y, et puis je vais faire couler la première vidéo, expliquer, la deuxième, j'explique. Donc, allons-y. Soyons attentifs. Merci. De la question de ce que le cabinet m'a apporté de plus important, et comme son nom l'indique,
on dit cabinet de stratégie d'entreprise. Sans stratégie, nous ne pouvons pas avancer. La stratégie est dans tout domaine. C'est que les stratégies du cabinet te permettent à comprendre l'intérêt de chaque partie prenante. Et lorsque vous êtes en train de convaincre un partie prenante en le dévoilant son intérêt, il s'engage parce que chaque personne s'engage selon ses intérêts. Quand je rencontre le cabinet MDB en 2016, j'avais une vision différente de mon projet. D'abord, mon projet, c'était pour le Cameroun, c'était pour faire les comprimés pour le Cameroun. Mais il n'y avait ni emballage, il n'y avait rien, il n'y avait pas de visuel. Mais le cabinet m'a permis de mieux comprendre mon projet et voir le projet très grand. Donc, ça veut dire, c'est grâce à mon partage, grâce à mon parcours avec le cabinet que j'ai attaqué le Nigeria. Donc, aujourd'hui, j'ai une entreprise déjà installée là-bas, la Centrafrique et d'autres pays internationaux. Quand j'entre au cabinet MDB, je n'avais pas encore fait la Chine. On avait, dès le premier jour, programmé déjà, quittant du Cameroun, visite de la Chine, installation au Nigeria, installation dans d'autres pays africains, en Europe et en Suisse. Donc, on avait déjà tous ces visuels, mais on n'avait même pas d'argent. Mais grâce à la formation que le cabinet m'a amenée, ça m'a permis de convaincre des parties prenantes d'avoir des actionnaires pour aller jusqu'à ces jours là où le projet se trouve. Pour ce qui est des fonds propres, de l'argent, je n'ai jamais eu une subvention ou peut-être gagner des prix. Je n'ai jamais eu de prêts bancaires. Ce sont des parties prenantes qui ont mis de l'argent. Nous sommes aujourd'hui, comme dépense, 2 milliards 750 millions de francs CFA en cash que nous avons reçu en partie prenante qu'ils ont amené, qui a permis que le projet part aujourd'hui dans les pharmacies. Donc, ce sont nos fonds propres et les fonds de parties prenantes. Merci. Ça, c'était lors d'un masterclass sur les parties prenantes où il faisait son partage de l'expérience avec le cabinet. Donc, quand nous parlons de proposition d'un levier de base, ça veut dire que nous, au cabinet, nous avons l'habitude de proposer une convention d'accompagnement entrepreneurial. Donc, c'est un accompagnement pratiquement 360. Et c'est ce qu'on appelle donc, et c'est une convention cadre. Et quand on parle de convention cadre, c'est ce qu'on appelle dans le monde des affaires, les conventions cadres sont les conventions qui matérialisent un partenariat gagnant-gagnant, donc de compte à compte. C'est comme ça que ça s'appelle. Donc, nous, au cabinet, nous proposons d'office, quand nous nous engageons pour travailler dans un projet, nous, d'office, on se met en posture de gagnant-gagnant. Et comme nous avons souvent le dit, ce n'est pas une relation de argent à main, caleçon en bas. C'est-à-dire que si tu ne payes pas, on ne fait pas. Non, chez nous, quand tu ne payes pas, on fait. Parce que le modèle économique de notre cabinet, c'est un modèle de revenu futur. Et je vous ai dit dans l'entame de cette formation que le capitalisme, c'est deux choses, s'il faut retenir ça comme ça là. La patience et la persévérance. Et qu'il faut être capital patient. Donc, vous devez apprendre à investir et laisser que l'avocatier pousse afin de pouvoir donner les avocats. Il ne faut pas être pressé lorsqu'on investit. Donc, la deuxième chose que nous avons dans notre levier de base, c'est que les porteurs de projet doivent connaître leur projet. Ils doivent se connaître, ils doivent maîtriser leurs propres intérêts. Et à ce niveau-là, nous avons emprunté un concept à Lucas Camden, qui est le concept du PVH, le paradigme du vrai homme. Oui. Le cabinet a un ensemble de groupes WhatsApp ou un autre concept qu'on appelle Entrepreneur 2.0. Ce concept-là se matérialise à travers 5 groupes WhatsApp. Entrepreneur 2.0 V1, Entrepreneur 2.0 V2, V3, V4, version 5. Donc, généralement, quand quelqu'un nous demande de faire son business plan, nous l'envoyons dans ce groupe WhatsApp-là et on l'abandonne. Et dans le groupe WhatsApp, il y a des animations tous les jours, on fait des partages. Ça permet d'améliorer leur mindset. Et quand je découvre Lucas Camden,
quand j'ai fait sa connaissance en 2023, pendant un cours de coaching du coach Sa Majesté Prince Attack, c'est là où j'ai connu Cascamdem. Je me rends compte qu'il a son livre, La pyramide de la réussite, qui parle d'un paradigme ou d'un concept qu'on appelle le paradigme du vrai homme. Et depuis ce jour-là, je l'ai acheté. Donc, j'ai acheté le concept et généralement, quand on m'invite quelque part, je convie le coach Lucas Camden pour qu'il vienne parler en ouverture, pour préparer le terrain, pour que je sois sûr que les personnes avec qui je vais travailler sont de vrais hommes. Et je lui ai déjà dit, ça va être un module qu'on va intégrer totalement dans ce master, dans cette certification. On va peut-être l'intituler module 0. Ça sera un module que lui va tenir à 100% sur le paradigme des vrais hommes. Donc, à travers ce partage de Sangou, vous devez comprendre que il est important d'identifier les acteurs et surtout de connaître leurs intérêts pour savoir comment défendre ces intérêts-là. Donc, autant connaître ses propres intérêts à travers le paradigme du vrai homme, autant il est important de connaître les intérêts des acteurs vers qui nous allons, les parties prenantes vers qui nous partons. Et comme il a dit, il a pu mobiliser des ressources à hauteur de 2 milliards. Là où nous étions en 2023, quand il a tenu ses propos, et qu'il avait déjà en termes de... Vous avez vu, il a même accepté le concept de fonds propres. Il a dit des gens lui ont remis 2 750 000 et il parle de fonds propres. Donc, ça veut dire qu'on est conscient que c'est déjà une partie du capital. Et lui, on n'a pas encore matérialisé. Ça fait déjà 9 ans qu'il prend de l'argent aux gens. C'est vrai que son STPM Bio a 7 associés que le cabinet a managé dans les années 2017. 7 associés, nous avons managé, c'est nous qui avons recruté le notaire qui a géré le projet. Et ils ont fait une réunion, non, je ne vais plus me souvenir la date, mais il y a eu une réunion dans mon cabinet, la première réunion avec les associés, la préparation de l'Assemblée générale constitutive. C'était dans le cabinet M2B à Bonamou Sadi en 2016. À l'occasion, il a fait partie de Foumban, 18 femmes. Bon, elles n'étaient pas là toutes. Il y a eu des gens qui sont partis du Tchad, d'autres qui étaient de Douala, Yaoundé. On a fait une préparation de l'Assemblée générale. Le fait marquant de ce jour-là, c'est qu'à la fin, quand on a donné la parole au père de Sangou, il nous a dit une seule chose, il ne reconnaît pas son fils. Parce que le gars parlait avec un charisme impressionnant. On était encore en 2016. Je ne parle pas de 2017, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Donc, ça fera bientôt 10 ans. Donc, imaginez l'homme en 2016 qui impressionne déjà son papa. Imaginez l'homme aujourd'hui, son papa qui est imam. Et Sangou lui-même est professeur des imams. Et si vous voulez savoir, il n'a pas fréquenté jusqu'à atteindre la classe de cours élémentaire. En réalité, il n'a jamais fréquenté. Mais quand il veut s'exprimer, quand on fait sauter, on dit qu'il a fait la classe de cours élémentaire 2, il a fréquenté le cours élémentaire 2, mais il n'a jamais fréquenté l'école classique. Il a fait l'école coranique. Il a appris à parler en français parce qu'il marchait avec avec les enfants du quartier. Voilà comment il a aussi appris à parler français. Et aujourd'hui, dans son projet, bon, j'ai présenté son projet hier, on vous avait présenté l'héliport. Ce n'est pas encore l'aéroport, mais c'est l'héliport. Ça, c'était à l'époque. Je pense que si on lui demande aujourd'hui, il demandera qu'on intègre l'aéroport, son aéroport privé dans son projet. Donc, nous, on dit, premier levier que le cabinet apporte, levier de base, parce qu'il y a d'autres leviers, on verra les autres leviers à la suite. Le premier levier de base, c'est la convention d'accompagnement entrepreneurial. Alors, allons-y avec la deuxième vidéo. Non, non, oui, lance. Non, laisse chez toi. Important au début,
comme le message qu'on venait de lire tout à l'heure commence, c'est d'abord connaître son projet. Et vous ne pouvez jamais connaître le projet le même jour parce que d'habitude, on dit c'est mon projet, je connais bien mon projet, je connais combien ça coûte, tout ça. Non, ce n'est pas ça qui est essentiel. Le plus important dans un projet, c'est d'amener les parties prenantes à adhérer au projet. Car les parties prenantes sont déjà une partie d'argent. C'est l'argent immatériel qui deviendront l'argent physique. Des personnes peuvent peut-être fermer leur entreprise pour pousser la vôtre pour que vous avancez parce qu'ils ont leur intérêt là à l'intérieur. Et vous devez aussi être celui qui sauvegarde les intérêts de tous. Donc, les parties prenantes du projet Venin Serein, qu'on ne peut pas les citer, ils sont nombreux, tant au Cameroun, tant en Suisse, tant en Inde, tant en Chine, tant au Nigeria, Centrafrique, un peu partout. On a plusieurs personnes qui sont dans parties prenantes. Et c'est lui qui a mis le socle en permettant aux parties prenantes d'adhérer sur le cabinet MDB. C'est un cabinet de stratégie d'entreprise. Qui dit entreprise, qui dit industrie, dit un secret important à partager avec les autres, dit une guerre à engager, dit une vision dont il y aura des difficultés et ce n'est pas facile. Mais de toutes les façons, nous devons avancer très rapidement. Les parties prenantes dans un projet sont très importantes. Et je pense que avant d'arrêter, pour ne pas être très long, pour attendre comment on va partager sur des questions, c'est que lorsque j'entre dans le cabinet MDB en 2016, je n'avais aucune vision, je n'avais rien, je ne comprenais rien, mais j'avais déjà quand même les objectifs là où je vais arriver. Je pensais que le business plan, qui retrace souvent le projet, était juste un papier où je pouvais dormir chez moi et que Roland Foucault pouvait écrire et m'amener. On a eu des temps de problèmes au début, hein. On a eu des... Bon, OK. Voilà donc un deuxième témoignage de Sangou Mohamedou Bachirou. Et à travers cet autre extrait, il est question pour vous de comprendre qu'il est important de connaître son projet. Et pour nous, la connaissance du projet n'est autre que le design du projet ou le business plan. Et c'est l'acte numéro 2 du protocole que le cabinet M2B propose. C'est-à-dire c'est la mission 1 étant l'audit opérationnel, la mission 2 c'est le design de projet. À Bus Solutions, par exemple, nous allons faire la réunion 4 de design du projet Bus Solutions. Ça sera jeudi prochain à Yaoundé, jeudi ou vendredi à Yaoundé. Et ça sera la 4e sur 5 réunions. Donc, on fait pratiquement une réunion par mois. Et c'est une réunion de suivi de la mission de 10 ans de projet. À chaque fois, le cabinet vient faire une restitution. On leur explique à quel niveau le dossier se trouve, quelles sont les études qui ont été accomplies et quelles sont les étapes suivantes. C'est des réunions qui peuvent être publiques, c'est-à-dire on invite des gens, on filme, ça passe à la télé, ça passe, ça dépend. Donc, il y a toute une communication. À la fin de la réunion, d'ailleurs, nous faisons un communiqué de presse et un article de presse, lequel article peut être repris dans les magazines, les journaux internationaux, Investi Cameroun, CIATV, les réseaux sociaux, ainsi de suite. Voilà comment on crée l'information économique. Façon pour vous de comprendre que, comme l'a dit Sangou, un projet, c'est un secret à partager avec les gens. Quand Albert Kouncheme dans Investi Cameroun, qu'il a signé la convention avec l'API, il y en a beaucoup de gens signent, mais ils cachent. Vous voulez qu'on évolue comment quand les gens cachent ce qu'ils font? Un secret, c'est quelque chose qu'on dit à tout le monde, mais personne n'y croit. Mais les gens n'y croient pas. Je vous l'ai dit. Larry Page et Serge Brin, ils avaient dit à tout le monde, nous allons fabriquer une barre. Personne n'y croyait. Ils ont fabriqué une barre qui s'appelle Google. Aujourd'hui, Google a racheté YouTube. Google, vous savez ce qu'est Google? Il y a Google Ads, il y a Google, c'est un ensemble d'entreprises. Si on vous donne un nom d'entreprise, ça va vous lever les cheveux sur la tête. Mais les gens voient seulement Google sans savoir ce que c'est Google, qui est d'ailleurs même gratuit, sans savoir ce que c'est que Google. Donc, ça, c'est une affaire de modèle économique. Donc, un projet, c'est un secret important à partager. C'est une guerre à engager. Ici, le mot guerre, c'est la guerre économique. Dans le projet STPN Bio, que je vais encore vous présenter le produit fini. Là, je mets la caméra.
le projet STPM Bio, voilà, venin serein. Ça, ce n'est que l'une des formes. Hein. Je vous ai dit, il y a ça en injectable pour les animaux et même pour les hommes. Il y a ça en poudre, il y a ça en spray, il y a ça en spray pour personnes humaines, il y a ça en spray qu'on peut asperger dans les champs autour de la concession pour que les serpents n'entrent pas dans la maison. Donc, il y a ça en près de 80 variantes. Et si on a eu l'inspiration de ces variantes-là, c'est grâce à Amel Kene, une partie prenante. Amel Kene a traversé à Mercedes près de 10 à 15 ans. C'est le jour, en tant qu'informaticien, c'est le jour quand on lui a fait programmer la voiture qui ne cogne pas l'homme, qu'il a démissionné. La voiture qui sortira en 2050. Dès que les Allemands ont fait ça, il a démissionné. Donc, toutes les voitures que vous voyez là dehors, Mercedes, bien évidemment, ce que les voitures font, c'est des choses qu'ils ont programmées depuis 15 à 20 ans. Et j'expliquais au coach Sathieu, je crois avant-hier, comment ce qu'on appelle l'IA, ChatGPT. L'IA, c'est quoi? L'IA, c'est des choses que les entreprises comme Amazon, comme Facebook, Google, c'est des choses qu'ils font depuis 20 ans, 30 ans. Aujourd'hui, vulgariser ça, on appelle ça l'intelligence artificielle. C'est des technologies qu'eux, ils ont banalisées. C'est des technologies qu'ils ont banalisées. Je l'ai montré au coach Sathieu. Donc, vous devez comprendre que le monde évolue. Il faut partager les secrets. Bon, peut-être avec les décalages, I don't know. Mais si aujourd'hui, on banalise l'IA, on permet à tout le monde d'utiliser l'IA. Mais écoutez, il y a des gens qui sont au courant de... Moi, je suis au courant de tout ça depuis une trentaine d'années. Est-ce que c'est aujourd'hui que je connais ce genre de choses? L'IA, c'est quoi? L'IA, c'est un bluff marketing, c'est tout. L'IA, c'est l'informatique. Données, données, traitement, résultat. C'est l'automatisation, c'est tout. C'est pas magique. Parce que je travaille sur un cours l'IA pour entrepreneurs. Mais l'IA tel que vous le concevez, c'est l'IA pour consommateurs. Comme hier, on parlait du marketing de réseau. Moi, je fais le marketing de réseau pour enrichir les gens. Je ne fais pas le marketing de réseau pour rendre les gens pauvres ou pour les entretenir dans leur pauvreté. Et on s'est déjà compris, il faut toujours des riches et il faut des pauvres. Ce que nous faisons là maintenant, c'est pour vous rendre riches. C'est un choix que vous devez faire à un moment de votre vie. Donc ça, c'est le levier et vous devez aussi comprendre, il faut savoir convaincre les parties prenantes. Sangouni l'a aussi dit, convaincre les parties prenantes pour une adhésion, ce qu'on appelle la co-création. C'est pour ça que le coach Sathieu vous a permis d'être aujourd'hui avec lui. Il aurait pu faire cette formation seul. Moi, je l'ai fait avec Félix Kamnem. Il était seul chaque temps qu'on le faisait. J'avais venu jour qu'il était seul chaque temps qu'on le faisait. Je l'ai fait quand il était seul. Ça, vous venez à mon bureau pendant 6 mois tous les mardis. 16h, 22h, 16h, 3h, 16h, 3h de la nuit, 16h, 1h, 16, tous les jours, pendant 6 mois. C'était d'août 2016 jusqu'à la fin d'année 2016. Et la femme qui vivait à l'époque, elle est partie depuis. Elle est partie depuis. Elle a commencé que l'enfant, il faut que l'enfant aille au village faire passer les vacances. À la rentrée, l'enfant ne rentre pas. À la rentrée, au lieu que les enfants viennent, c'est plutôt la femme qui est partie. Et 2 ou 3 ans plus tard, c'est sa femme qui était partie à Dubaï avec 3 enfants et un de ses amis qui revient après 7 ans. Elle dit que le mariage n'était pas fini. Les amis, c'est la vie. Elle dit que le mariage n'était pas fini. Elle peut lui porter plainte dans le tribunal traditionnel qu'elle veut son mari. Après avoir fui avec son ami pendant 7 ans pour aller à Dubaï. 3 enfants. Donc, les amis, c'est la vie. Ça rentre dans le processus d'ancrage. Donc, ça, ce sont les leviers. C'est le levier de base que le cabinet M2B propose en tant que partie prenante dans les projets. Merci. Okay, donc, la deuxième chose, j'espère que je n'ai rien sauté. Non, ok. Le deuxième niveau de levier que nous proposons, c'est un réseau professionnel. Donc, proposition d'un réseau de base de professionnels avec qui nous avons signé des conventions de partenariat en synergie. Il y a par exemple A2B, qui est un cabinet créé par M2B Conseil. A2B, c'est Audio Boost Business. Et le gérant de ce cabinet s'appelle Ivrik Anak.
Donc, c'est lui le porteur du projet A2B. A2B part de l'un de nos services que nous appelons audio opérationnel, service qu'on a créé en 2009 et qui pendant 14 ans a travaillé gratuitement. Donc, ça fait 2-3 ans que M2B a sorti ce service-là du cabinet M2B pour le mettre sur une autre forme d'entreprise. Donc, voilà comment ça se passe. Et aujourd'hui, A2B est totalement autonome et fait les audios opérationnels. Et les actionnaires de A2B, les actionnaires de A2B, il y a Ivric, il y a M2B, il y a le directeur général de M2B, il y a Cité Santiago qui est mon fonds, ma société d'investissement. Il y a Christelle Guanju, il y a Stéphine Nana, ma première fille, il y a qui d'autre? Voilà. Il y a une étudiante, Gabrielle Siani, c'est la copine de ma fille, elle est venue au cabinet pour qu'on lui fasse ses faux papiers pour qu'elle aille être étudiante en France. Je lui ai dit, ce qui est sûr pour avoir le visa, ça va te prendre un temps. Le temps là, comme viens quand même faire le stage un peu, en attendant que ton visa sorte. Finalement, elle a fait près de 2 ans de stage au cabinet. Et aujourd'hui, elle est en France, elle est étudiante en France, étant déjà actionnaire d'une entreprise. Donc, c'est des expériences qu'on peut toujours vivre. Et comme autre cabinet, nous, on a aussi Tax Africa, avec nous avons une convention. On a comme ça on a David Partner, on a comme ça plein de cabinets, plein d'experts comptables, des notaires avec qui nous sommes en partenariat. Pour certains, les conventions sont déjà signées en bonne et due forme, et pour d'autres, non. On a des avocats avec qui nous sommes en partenariat. Donc, c'est des gens qu'on peut rapidement mettre à la disposition de Glomari. Le temps que Glomari comprenne aussi qu'ils peuvent trouver des gens qui vont être des parties prenantes pour une prestation X ou Y. Donc, ce sont des leviers que nous proposons. Et nous disons souvent aux gens, attention, si tu ne peux pas trouver ta femme, nous, on va t'aider à trouver ta femme. Mais ne dis pas après que nous, on a trouvé ta femme, trouver ton chauffeur, trouver ta bonne, trouver ton emploi, trouver tes clients, tes fournisseurs. C'est des leviers de base. Si tu ne peux pas, nous, on te les propose. Si tu peux les chasser comme tu veux, tu es libre de prendre, de ne pas prendre, ainsi de suite, on est free. Si tu prends peut-être un autre avocat qui va être merdique, c'est l'ancrage. Tu assumes. Donc, c'est comme ça que nous fonctionnons. Il ne faut pas dire après que M2B s'est accaparé mon entreprise. Non, ce n'est pas ça. Nous sommes ouverts. Alors, ça, c'était les conventions en synergie. L'autre noyau, c'est ce que nous appelons les composantes professionnelles disponibles. Donc, il y a un certain nombre de composantes que nous mettons, de composantes professionnelles disponibles. Je pense qu'on l'a déjà vu, ou c'est aujourd'hui, je ne sais même plus. Bon, je pense que c'est aujourd'hui, je ne sais plus. Donc, il y a aussi les experts comptables, les notaires, les avocats d'affaires, ainsi de suite, les commissaires aux comptes. Donc, voilà un réseau de parties prenantes que le cabinet a. Je pense que c'est une préoccupation que quelqu'un a eue hier. Peut-être c'est avant-hier, Maître Pombo, je ne sais plus. OK. Troisième chose, le jeu des positions. Jeu des positions des acteurs. Donc, comme on vous l'a dit, chacun vient avec un intérêt, chacun vient avec une ressource. Et chacun, bien évidemment, se positionne. C'est pour ça qu'on a dit les porteurs de projet doivent savoir arbitrer les intérêts des uns et des autres. Si tu as 2 personnes qui veulent être commissaires, qui veulent être PCA, tu dis, OK, voilà le premier, le deuxième, c'est tout. Donc, tu négocies. C'est comme ça qu'on fait dans les tontines. Quand quelqu'un veut bouffer la cotisation, il peut avoir le président, il peut avoir 2-3 membres, il dit que non, voilà, je vais bouffer. Après, même souvent, quand il rate, quelqu'un d'autre bouffe, alors que c'est lui-même. Donc, ils sont 2 à chasser. Si l'un rate, l'autre prend. Et il passe par derrière donner, même sans vous informer, ou bien après, il vous informe, ça dépend. Donc, c'est comme ça, quand on veut gagner, quand on veut réussir, il y a des stratagèmes qu'on met en place, des tactiques, des stratégies pour réussir son coup. Dans le jeu des positions, voilà, c'est là où je sors les composantes. Nous avons donc ce que nous appelons la composante politique qu'il faut manager. Je vais laisser mon ami la lire. La composante politique. Composante politique à manager. Elle se matérialise par l'élection des dirigeants sociaux de la nouvelle société ou celle en structuration, entre parenthèses, administrateur, président du conseil d'administration, À haute voix. membre du conseil de surveillance, président du conseil de surveillance. OK. Voilà par exemple des postes
où il faut désigner des gens dans une entreprise. C'est ça qui consiste ce qu'on appelle la gouvernance. Il faut nommer ou désigner un administrateur, des administrateurs. Il faut nommer ou désigner les membres du conseil d'administration, c'est eux les administrateurs, et eux, ils doivent voter un PCA. Il faut donc s'arranger qu'on vote la personne qui arrange l'actionnaire majoritaire. Comme disait ça, tu n'es pas dans le conseil d'administration. Non, tu n'es pas PCA. Alors, qui est alors le PCA? Ça ne peut être que quelqu'un que toi tu veux parce que tu es l'actionnaire majoritaire. Et comme ça se passe par vote, vote dont on ne tient compte que de pourcentage d'actions. Donc, les voix, c'est par rapport aux actions. Et vous savez ce que Facebook a fait? Il a moins de 5% de Facebook, mais il a plus de 80% de droits de vote. C'est le pacte des actionnaires qui dirige ça. C'est tout. Lui, il veut le pouvoir, il ne veut pas l'argent. L'argent qu'il a automatiquement, il y a beaucoup. Il garde le pouvoir et il donne la possibilité aux autres d'avoir l'argent. C'est tout. C'est donc le pacte des actionnaires qui permet de gérer ce genre de stratagème. Donc, il y a le pouvoir, il y a le vote, il y a l'administration, il y a les marchés. Donc, vraiment, une entreprise, c'est tellement de choses qu'on partage, on se partage entre les amis. Il est question de négocier poste par poste qui seront les occupants de certaines fonctions stratégiques de l'entreprise. Et surtout, quels sont les castings sur la durée, entre parenthèses, carrière, plan de succession, gestion des pouvoirs. Voilà. Dans l'entreprise, c'est quelque chose où il y a des fonctions, il y a des postes. Vous avez une entreprise de 1000 employés. Comment est-ce qu'on fait pour les recruter? Est-ce qu'une seule personne peut recruter 1000 personnes? Non. Ce n'est pas possible. Donc, il faut qu'on interpelle les actionnaires pour que chacun d'eux, si tu connais quelqu'un, tu le fais venir. Tu connais, tu le fais venir. Ça peut être par concours, ça peut être par cooptation, ça peut être par relation, ça peut être par amitié, ça peut être par camaraderie de classe, ainsi de suite. Donc, c'est l'occasion. C'est bien beau de dire que le président ne nomme que ses amis. Celui qui dit ça lui-même a été nommé par le président. Il dit, je m'étais trompé. Après lui-même, il se retrouve au pouvoir. Il dit, je m'étais trompé d'erreur. Monsieur le président m'avait induit en erreur. Les gens me trompaient. Que même si c'est un ministrion, même si c'est le bout du ministère comme ça, là, pardon, mets-moi là-bas. Et qu'est-ce qu'on a fait? On l'a mis où? C'est actuellement lui qui gère tout le ministère de la Justice. Ah oui, puis que Laurent est malade, il n'est pas en santé, mais il est là. Vous savez ce qui s'est passé au GICAM? Quand le GICAM a préparé la descente de Laurent et Douala, et quand c'est plutôt au moment qu'on a envoyé le GICAM a repoussé le Momo, le gouvernement a frappé dur, hein, très dur. Et vous blaguez, c'est un ministre, attention, il est peut-être avocat Lolo, mais c'est un ministre. Donc c'est ça le casting. Des gens peuvent être aujourd'hui à gauche, demain ils sont à droite, ou bien ils sont au milieu. Regardez la France. En France, on ne connaît plus la droite, on ne connaît plus la gauche. Je crois que le premier ministre, c'est Bayrou. C'est récemment que j'ai découvert ça. Que le premier ministre actuel en France. Il a l'impression que c'est Bayrou. C'est un vieux opposant, un vieux droite-gauche, tout ça. Bon, I don't know. Donc, en fait, c'est ça. La vie, c'est un jeu d'intérêt et les gens doivent savoir tirer leur épingle de jeu. Ah oui, c'est très important. Les gens doivent savoir tirer leur épingle de jeu. Quand ça vous arrange, allez à gauche. Quand ça vous arrange, allez à droite. Comme je disais, en France, on ne sait plus qui est la droite, on ne sait plus qui est la gauche. Macron est venu, il a tout poussé, il a mélangé. Au point où sa femme le gifle, il dit qu'on ne l'a pas giflé. Maintenant, on ne sait pas si c'est une gifle ou si ce n'est pas la gifle. On ne sait pas si... Vous croyez que le caméraman l'a filmé, était là au hasard? OK. C'est ça qu'on appelle les castings. Parce que les gens pauvres qui sont les plus nombreux ont besoin de la négativité pour survivre, pour vivre. Ils ont besoin de ça. C'est pour ça qu'on crée ces scénarios scandaleux pour que tout le monde trouve un espoir, s'accroche sur quelque chose pour vivre. Quand la femme le gifle, c'est le casting. Tout ça est fait sciemment, c'est bien préparé, bien monté et ça sort bien, très bien, par hasard, bien évidemment. Même souvent, quand on ne coupe pas le micro et puis on dit certaines choses, on dit que oui, le micro dérobé, machin truc. OK.
C'est ça qu'on appelle donc les castings à faire dans la durée. Préparer les carrières, les plans de succession. Si celui-ci part, on le remplace par qui? Après toi, qui prend le relais? Cette jeune fille qui nous écoute maintenant, quelle est sa position à Glomari? Même si elle démissionne, attendez, elle va revenir dire, bon, je m'étais trompé d'erreur. Non, c'est l'autre qui m'avait dit que, oui, machin, machin, tout ça se fait. Et c'est la vie. Nous devons être patients et persévérants. Alors, on passe au prochain slide qui nous parle de la composante politique qu'il faut manager. Il y a aussi la composante professionnelle ou technique. Composante professionnelle ou technique. Elle est constituée par des professionnels du droit des affaires, en tout guillemets au radar, à qui les lois des affaires arrogent des rôles au sein des entreprises en création ou en restructuration. Citons-en quelques-uns: avocats, notaires, experts comptables, greffiers, juristes. Tout ce monde a un seul rôle: la protection du patrimoine des investisseurs. Voilà, donc vous ne pouvez pas vous enrichir si vous n'avez pas un greffier qui a signé un document et vous a remis. C'est le registre de commerce. C'est pas possible. Vous ne pouvez pas vous enrichir si vous n'avez pas des avocats. Les avocats, ce n'est pas seulement les avocats de plaidoirie, ce n'est pas seulement les avocats défenseurs. Il y a aussi les avocats d'affaires. Si vous n'avez pas de juriste, comme nous on a signé une convention avec Tax Africa, qui est installé, il a fait 15 ans après PricewaterhouseCoopers. Il démissionne quand c'est lui qui gère le cabinet Price au Tchad. Il crée son propre cabinet Tax Africa. Les bureaux sont à Bonaparte, Ricoloco. Il vient de s'installer en Côte d'Ivoire. Il est déjà installé en RDC. Je crois qu'au Congo, au Gabon, je peux me tromper, dans un pays. Il est au Tchad, au Canada et en Belgique. Est-ce qu'on se comprend? Et nous sommes en partenariat avec lui. En partenariat de synergie. C'est-à-dire que si nous avons un dossier qui le concerne, on envoie vers lui. S'il y a un dossier qui nous concerne, il envoie vers nous. C'est ça la synergie pour accompagner les entreprises. Donc voilà des professionnels du droit que la loi permet qu'ils viennent dans les projets pour protéger les intérêts des investisseurs, leur patrimoine, leurs actifs. C'est une culture que vous, jeunes, vous devez savoir. Nous, quand on nous a formés à l'école, on ne nous parlait pas de tout ça. On faisait certes des cours, mais qui collait ça à la fin? Il n'y avait personne pour coller. Après ça, tu rentres au fond, bim, tu te retrouves, tu cherches au travail. C'est tout. Et puis ça sort comme ça sort. Pendant que ça sort comme ça sort, c'est les enfants, c'est la femme, c'est la voiture, c'est la maison. Et en tant que Bamileke, si tu n'as pas acheté le terrain, tu es la risée de toute la famille. Chaque papa qui va venir te conseiller, tu as acheté le terrain, mon fils. Non. Il dit que tu attends quoi? Tu t'es marié? Non. Ouais, bon, voici ma fille, il faut que tu l'épouses. Donc la pauvreté se transmet, les amis. La mauvaise nouvelle que je vous annonce aujourd'hui, c'est que même la richesse se transmet. Bon, malheureusement, pour les pauvres. Heureusement pour les riches. Autant la pauvreté se transmet, autant la richesse se transmet. Et c'est important pour nous de le savoir. Et c'est important de comprendre que lorsqu'on a ces billes, que Robert Kiyosaki appelle les actifs, lorsqu'on a un patrimoine, il faut penser aux gens qui protègent les patrimoines. Aller vers ces personnes-là. Nous, au cabinet M2B, nous disons, nous avons ces personnes-là que nous vous donnons gratuitement. Là, c'est mon concept. On vous les donne gratuitement. Vous allez vers ces personnes, ils vont vous conseiller, ils ne vont pas vous demander d'ouvrir le dossier. Même s'ils ont l'habitude de le faire. S'ils demandent, c'est le cabinet M2B qui paye. Voilà. Si on vous demande d'ouvrir le dossier, je vais payer pour vous. Donc, allez-y. Quand ils demandent, dites que vous allez payer. Ce n'est pas compliqué. Parce que, in fine, ça sera une relation où vous avez un compte chez eux, ils ont un compte chez vous. Nous, nous avons un compte à B-Solution. B-Solution a un compte à M2B. C'est tout. C'est comme ça qu'on fonctionne. Dès qu'on va signer la convention d'accompagnement entrepreneurial avec le code SATIE, nous aussi, on aura un compte à Glomari et Glomari aura un compte à M2B.
Un compte, c'est une affaire où on met l'argent, on retire, on met l'argent, on retire, ainsi de suite, au fur et à mesure. Et bien évidemment, ce qui crée cet argent-là, c'est quoi? Ce sont les opérations. C'est les services qu'on vient, c'est les prestations qu'on vient faire. Et quand on fait les prestations, celui qui est en face doit consommer. Si on n'a pas, tu consommes. Après, il faut payer. Tu payes quand tu as un peu d'argent, tu n'as pas d'argent, tu ne payes pas. Ça peut être un paiement par nature, ça peut être un terrain, ça peut être une voiture, ça peut être un bureau, ça peut être un laptop, ainsi de suite. Donc, c'est comme ça que ça se passe. Le paiement cash, ce n'est pas uniquement en espèces. Voilà des choses que vous devez comprendre. Et pour comprendre ça, le bénévolat aide aussi beaucoup. Je suis mentor bénévole à la Fondation Tony Elumelu depuis 11 ans. Hier, j'ai traduit un communiqué. Aujourd'hui, Tony est en Côte d'Ivoire. Il va rencontrer le président Ouattara. Il va féliciter le nouveau président de la Banque africaine de développement. Et il va installer United Capital, sa société d'investissement. Il va la créer en France. Ça sera sa huitième filiale. Donc, voilà un communiqué de presse. Voilà une information qu'il partage avec le monde entier. Et ça va aller sur les journaux, tout ça. Donc, les amis, apprenez à être là où il y a l'information, la primauté. Et bien évidemment, cette information est confidentielle jusqu'à ce qu'on la publie. Quand je la partage avec vous, ce n'est pas vous les destinataires. Une information confidentielle, c'est une information qui est destinée à tel. Si vous êtes au courant, ce qu'on n'a pas brisé la confidentialité, ça ne vous est pas destiné, full stop. Il ne faut pas confondre la confidentialité et le secret professionnel. Il ne faut pas confondre les deux. La confidentialité et le secret professionnel. Il ne faut pas confondre. Attention. C'est pour ça que vous voyez sur les réseaux sociaux, qui sont un réseau fermé, des informations qui sont confidentielles. Filmé dans un parapheur, donc ça veut dire qu'on sait qui a filmé, ça c'est clair. C'est pas ça. Si on doit filmer un décret dans le parapheur du président de la République, qui a filmé? Est-ce qu'il y a deux personnes qui ont porté ça pour les mettre sur le bureau de Paul Biya? Est-ce qu'il y a deux personnes qui ont porté ça pour les mettre sur le bureau du directeur du port ou du président du tribunal? Donc, quand ça se retrouve sur les réseaux sociaux et que c'est sous fond rouge dans un parapheur ou bleu dans un parapheur, ça veut dire qu'on sait très bien qui l'a filmé. C'est le concerné lui-même. Ça se retrouve chez Boris Bertol. Ça fait comme vous retrouver chez Boris Bertol. Que ce n'est pas le conseiller lui-même qui a donné ça à Boris Bertol. Pourquoi il donne à un influenceur de partager? C'est parce qu'on veut contenter les pauvres. Les pauvres aiment l'information négative. C'est avec ça qu'ils se nourrissent pour vivre. C'est ça, comme les vampires aiment le sang, les pauvres aiment l'information négative. C'est ça qui les motive pour qu'ils soient à l'heure au travail. Parce qu'il y a eu le Congo, ça. Il y a le Congo, ça, il est content. Maintenant, qui sont ceux qui créent le Congo, ça? C'est les gens riches, tout simplement. Ils créent, on partage. Les pauvres suivis sont contents. Donc, les amis, ce n'est pas mauvais. Dans la vie, il faut partager. Alors, allons au troisième élément, le casting des positions. Allons-y. Casting des positions, désignation de la gouvernance, entre guillemets, entre parenthèses, pardon, jeu des positions. 1. Gestion du jeu des positions, profil et désignation du premier PCA. Profil et désignation des administrateurs, 12. Profil et désignation du conseil de surveillance, 7. Nomination des commissaires aux comptes, 04. Profil et nomination du premier directeur général, 01. Profil et nomination du directeur administratif et financier, 01. Profil et nomination du directeur technique, 01. Donc, voilà un exemple de position qu'on peut avoir dans une société anonyme. Les amis, est-ce que vous vous rendez compte? Dès que Glomari devient Glomari SA,
pluripersonnel, parce qu'on peut avoir une SA où il y a un actionnaire unique. C'est là où on parle de l'ADG, administrateur, directeur général. On peut avoir une SA où il y a plusieurs actionnaires. Et le minimum d'administrateurs dans ce cas, à ce moment-là, on a un PCA et un directeur général qui sont totalement différents. Et le minimum d'actionnaires, c'est 3. Quand vous avez 3 ou 4, je ne sais plus, mais disons c'est 3. Donc, quand vous avez une société anonyme, il faut minimum 3 administrateurs. Mais Glomaru n'aura pas seulement 3 administrateurs. Ici, nous avons par exemple mis quoi? 12. Donc, on passe sur un cas où il y a 12 administrateurs. Et 12 administrateurs, un PCA. Ça fait donc, parmi lesquels un PCA, ça fait donc 12 personnes. Et si ces 12 personnes-là sont des actionnaires, que c'est mauvais? C'est pas mauvais. Maintenant, vous pouvez mettre des experts comptables, vous pouvez mettre des avocats, vous pouvez mettre, ça dépend. C'est qu'on voyait André Siaka, je pense qu'il est administrateur de Ecobank, je crois. Après être parti des brasseries, je pense qu'il a été nommé administrateur à Ecobank, je crois. Donc, il y a des gens qui ont certaines compétences et les sociétés peuvent les opter comme administrateurs. Dernièrement, on a nommé Tony Lemole comme quoi au FMI, je ne sais plus quel poste. Et il a publié dessus, il a communiqué dessus. Donc, il y a des gens qu'on peut prendre pour mettre dans certains postes en fonction de leurs compétences. J'ai eu une grosse nouvelle ce matin, mais je ne vais pas l'annoncer. La concernée dans le groupe. Elle est en train de nous suivre. Elle pourra peut-être nous en parler, mais c'est une grosse nouvelle. On l'a portée quelque part. Donc, ça se fait. Pourquoi? À cause de vos compétences. Attendez, voici notre gouvernance où on a un PCA, on a 12 administrateurs. Il faut 7 membres de conseil de surveillance, par exemple, et un président de conseil de surveillance. Il faut 4 commissaires aux comptes, 2 commissaires aux comptes titulaires, 2 commissaires aux comptes suppléants. Et leur prestation n'est pas gratuite. C'est une prestation payante. Donc, c'est de l'argent qu'il faut faire sortir de la boîte. C'est une charge. Et Robert Kiyosaki dit, pour s'enrichir, il faut augmenter ses charges. Donc, en recrutant 4 commissaires aux comptes, 4 experts comptables pour venir réviser nos comptes dans le cadre d'un audit légal, ça augmente les charges de l'entreprise, les amis. Alors, on a quel intérêt à augmenter nos charges si on ne veut pas devenir riche? Attention, et il n'y a que les employés qui cherchent à augmenter leurs revenus et devenir riches. C'est pour ça que leur rythme d'augmentation de leurs revenus, de leur richesse est toujours bizarre. C'est ça. En tout cas, retenez aujourd'hui que pour augmenter sa richesse, il faut augmenter vos charges. Louer des maisons chères et de grosses voitures. Mieux encore, et des aéroports privés. Mieux encore, augmentez vos charges. C'est comme ça qu'on devient riche. Donc, bien évidemment, il faut maintenant nommer des ouvriers. Ça, on ne les oublie pas. Les ouvriers, c'est le directeur général, le premier ouvrier d'une entreprise. Il a beaucoup fréquenté un master, beaucoup, doctorat. Il a aligné un doctorat. Pour à la fin dire, j'ai l'honneur. Vraiment. L'école a été créée pour rendre les gens ouvriers. Et on leur donne des gros diplômes. Ils ont la diplômite. Et après, ils partent travailler chez quelqu'un qui a refusé de fréquenter. C'est ça la vie, les amis. C'est pas mauvais. C'est pas mauvais. Je vais toujours l'insister. C'est pas mauvais. C'est pas mauvais. C'est bien. Quand il travaille, il dit j'ai l'honneur. Après, on le chasse. Il part encore chômer même 2-3 mois. Après, on le recrute encore quelque part. Il est content. Il est même très content. Il passe son compte LinkedIn. Il augmente une ligne. On fait un communiqué pour dire nous avons nommé tel directeur général de telle société. Directeur général de telle société. Il est content et tout le monde est content. La famille est contente. On célèbre. On fait les messes d'action de grâce parce qu'un de nos fils a été nommé ministre.
c'est-à-dire ouvrier, a été nommé directeur général de telle société, d'une multinationale, et tout le monde est content, alors qu'il est ouvrier. Il a atteint le paroxysme de toute l'école, de toute sa vie. C'est ça être directeur général. Et bien évidemment, quand on le nomme, il contribue à nommer d'autres ouvriers, comme le directeur administratif financier et le directeur technique. Pour nous, le poste de directeur commercial n'est même pas un poste. Pour nous, c'est un poste inutile. Mais on fait comprendre aux gens que si tu vends, si tu es commercial, tu vends, tu auras l'argent. Directeur commercial, c'est un poste inutile. Pourquoi? Parce que quand on vous recrute, autant déjà quand on recrute tous les directeurs, là, tous les marchés de la boîte sont déjà acquis et connus. Avant de créer A2B, tous les marchés de A2B sont déjà sécurisés. Parce que A2B, c'est la société du groupe M2B qui fait les audios opérationnels. Donc, partout où nous on part, dès qu'on attrape un Mougou, on envoie seulement le marché d'audio opérationnel directement chez Ivric. Ivric croque sa belle dent. Propre, tranquille. C'est fini. Ou encore quoi? On ne réfléchit plus. À quoi va servir le directeur commercial de M2B, de A2B? Il est uniquement là pour faire, comme je vous l'ai dit, la gestion de portefeuille. Attention, il est là pour gérer le marketing. Il peut faire des recommandations aux gérants de A2B, à Ivric. Ivric fait maintenant remonter ces recommandations-là à l'Assemblée générale. Laquelle Assemblée générale, M2B siège. Le directeur de M2B siège dans l'Assemblée générale de A2B. C'est tout. Et ça permet de dupliquer ce modèle-là. On sort encore une autre activité de M2B pour que ça devienne encore une entreprise. Et M2B est encore actionnaire de cette entreprise-là. C'est tout. C'est comme ça que partout dans le monde, ça se passe, les amis. Donc aujourd'hui, nous partageons avec vous les techniques à travers ce modèle de valorisation pour créer les groupes d'entreprises. Les techniques pour développer les modèles économiques d'entreprise. Les techniques pour devenir riche, pour recruter les parties prenantes. C'est donc ça qu'on est en train de faire aujourd'hui et nous venons de partager ensemble comment faire le jeu des positions. Comment est-ce qu'on s'assoit, on se sert un peu pour que tout le monde puisse avoir une bonne place. Alors, prochain point, la négociation et le recrutement des acteurs. J'ai un coformateur aujourd'hui, un cofacilitateur, allons-y. Alors, qu'est-ce qu'on dit à ce propos? Composante économique entre parenthèses, actionnariat. Elle est constituée par l'ensemble des propriétaires de l'entreprise réunis au sein d'une assemblée générale des actionnaires. L'opération d'ouverture de capital va permettre de recruter des limites actionnaires dans le cadre d'une structuration, entre parenthèses création, ou d'une restructuration, entre parenthèses transformation juridique, changement de dénomination sociale, création d'actions nouvelles, etc. OK. Donc, la composante économique qui est l'actionnariat, l'assemblée générale, l'ensemble des actionnaires de la boîte. L'ensemble des actionnaires de la boîte, c'est eux donc qui font la composante économique dans une entreprise. Alors, tous ces propriétaires, quand ils se réunissent, c'est ce qu'on appelle l'assemblée générale des actionnaires. Ils se réunissent une fois par an. Allez sur YouTube, vous tapez Assemblée générale de Peugeot, Assemblée générale de Facebook. Vous verrez une réunion avec 1 million de personnes. Ah oui. Qui dure pratiquement une semaine, l'Assemblée générale. Les actionnaires, les gens qui ont des actions de ça. Il y a l'Assemblée de Walmart, l'une des plus grosses boîtes du monde. C'est ouf. C'est un cérémonial, on ne dirait pas. C'est tout un cérémonial. C'est à ces standards que nous devons aussi tendre. Lorsqu'on dit on veut devenir riche, ce n'est pas de toujours penser qu'on va habiter dans un quartier et puis on ne respire plus. De toujours penser qu'on va rouler en Prado, vitre noire fumée.
et on bavarde au quartier, on dérange les gens. C'est pas ça. C'est de s'asseoir, de réfléchir, de penser à sa vie, afin de savoir comment est-ce qu'on recrute les personnes qui doivent être nos amis. C'est très important. Et l'ouverture de capital donc permet de recruter ces personnes-là, de recruter de nouvelles personnes avec qui on veut partager quelque chose qu'on a de très précieux. Ça peut être dans le cadre d'une structuration, lorsqu'on crée une entreprise, ou dans le cadre d'une restructuration, c'est-à-dire la transformation juridique, le changement de dénomination sociale. Par exemple, à Sango Agri, nous avons recommandé qu'on parte de Sango Agri SARL pour Djibamba Farmers SA. Le nom a changé. C'est comme ça. Ou la création de nouvelles actions. Donc, prochain volet et le dernier volet de la composante économique. Composante économique, entre parenthèses actionnariat. Le recrutement des actionnaires est fondé sur les promesses des privilèges communément appelés parts de gâteau. La logique ici est d'intéresser les propriétaires de l'entreprise au fonctionnement de l'entreprise qui en réalité n'est qu'un gros gâteau, donc on ne pourra allouer le ressort à la direction générale, organe de gestion quotidienne de l'entreprise. Ok, donc vous comprenez ici que la composante économique qui est composée qui est l'actionnariat dans une entreprise, dans une société anonyme, permet de recruter des actionnaires à qui on fait des promesses. Ces promesses, on appelle donc ça les privilèges. Et c'est en quelque sorte la part d'un gâteau qu'on leur promet. On leur dit, OK, si vous êtes actionnaire dans cette entreprise, il y a des privilèges qu'on peut vous accorder. Donc, c'est la part d'un gâteau. Si c'est la part d'un gâteau, ça veut dire qu'en réalité, l'entreprise n'est qu'un gros gâteau qu'on découpe en petites parts et chacun a sa partie. En tant qu'actionnaire, vous êtes les premières personnes à qui le porteur de projet s'adresse. Il vous a fait confiance, il vous a fait honneur. Donc, j'ai un gâteau que je suis en train de préparer. Venez d'ailleurs le préparer ensemble, en étant quelque part qu'on appelle l'Assemblée générale. Cette Assemblée générale des actionnaires qui est composée des investisseurs, ceux qui acceptent de mettre leurs ressources, de mettre leur argent, leur terrain, leur immeuble, leurs compétences, bref, de mettre leurs ressources à la disposition de l'entreprise afin que la société fonctionne. Et comme je l'ai dit hier ou avant-hier, Claudel Numbis, par exemple, le jour qu'il fait sa sortie sur YouTube, à cœur ouvert, il a fait un document qu'il a partagé pour expliquer comment Startup Academy a eu des soucis. Parce qu'ils avaient des actionnaires, des investisseurs, des souscripteurs qui prenaient les parts de ces entreprises qu'ils créaient, mais ne s'intéressaient pas à l'entreprise. Est-ce qu'il leur avait proposé? C'est pas ça. Est-ce qu'il avait des compétences? Est-ce qu'il avait compris qu'il fallait qu'il propose à ces personnes les parts des entreprises qu'il créait? Je ne pense pas. Bon, j'en sais rien en tout cas. Et même quand on propose, il y a des techniques pour que les gens adhèrent. Donc, quand on propose à certaines personnes d'être actionnaires, il y a des techniques qu'on doit utiliser pour que ces personnes-là adhèrent. Il faut bien qu'eux matérialisent le gâteau qui est gros et qu'ils visualisent la part de gâteau qu'on veut leur donner. En fait, c'est ce qu'on est en train de dire. Donc, il faut allouer un certain nombre de choses et c'est à la direction générale qui est l'organe de gestion quotidienne. C'est ça que tout le monde voit, la direction générale. C'est dans la direction générale qu'on confie le fonctionnement de l'entreprise. Généralement, les actionnaires, on ne les voit pas. C'est tout. Comprenez par là que la gouvernance dans une entreprise comprend minimum 40 personnes avant la partie que les gens voient. Ça comprend minimum 40 personnes avant
ce que les gens voient. C'est pour ça qu'on a dit tout à l'heure que après ce module, les gens doivent être capables de recruter les actionnaires de façon méticuleuse, je l'ai dit. Et j'ai dit, si quelqu'un veut comprendre ce que veut dire méticuleux, je peux lui envoyer la série TOOS, où il y a l'un des chapitres où Tony nous explique ce que veut dire être méticuleux. Et il encourage les entrepreneurs à être méticuleux. Donc, voilà pour ce qui était sur ce point, sur la composante économique, sur l'actionnariat. Nous allons maintenant passer à la composante, au module ou bien à la partie sur les ressources. OK. Cette partie sur les ressources, on va donc la partager à travers une vidéo. Suivons donc ensemble cette vidéo. Très intéressante. Merci. Dans la vie d'une start-up, il y a une étape qu'elle s'impose ou qu'on lui impose, je ne sais pas trop, pour certaines en tout cas, c'est la recherche de fonds auprès d'investisseurs, qu'ils soient privés ou institutionnels. Est-ce que vous ne pensez pas que ça peut être contre-productif dans la mesure où ça les ramène à une logique causale par rapport à une logique effectuelle? En gros, on va faire un business model, aller chercher des sous, plutôt qu'aller voir nos clients et aller chercher des clients. Alors, moi, c'est ma position, mais après, on est sur un terrain plein de controverses. Hein. Je crois que, d'abord, souvent, je dis toujours, on ne sait pas d'argent dont on a besoin. Si vous cherchez de l'argent, c'est pour acheter une machine. Donc, c'est d'une machine dont vous avez besoin, pas d'argent. Donc, la question, c'est, j'ai besoin d'une machine, comment puis-je trouver cette machine? Et là, la créativité humaine est sans limite. Hein. On peut emprunter, on peut faire de la perruque. Il y en a qui disent on peut voler, mais non. Mais voilà. Donc, c'est pas d'argent dont on a besoin. On a besoin de ressources. Donc, on prend de l'argent quand c'est le seul moyen pour obtenir la ressource. Donc, c'est plutôt de se dire, voilà, si j'ai besoin de cette ressource-là, comment puis-je la trouver? Donc, on emprunte, etc., etc. Il a dit, on prend de l'argent et puis, quand c'est le seul moyen pour avoir la ressource qu'on recherche. On prend de l'argent quand c'est le seul moyen pour avoir la ressource qu'on recherche. Il faut qu'on se comprenne bien. Bon, je vais laisser qu'il finisse. On s'aperçoit très vite que le besoin d'argent diminue. Moi, il m'arrive régulièrement, c'est un peu mon sport favori, je reçois un étudiant qui me dit « Bonjour, j'ai cette idée-là, il me faut 30
Non, là, j'ai dû sortir. Je vais relancer la vidéo n'est pas longue, donc on va la relancer à 0 et la suivre de nouveau. C'est pas un problème. Ou qu'on lui impose, je sais pas trop. OK, donc après les composantes, les différentes composantes, la composante économique, nous allons passer au point 5 de ce module sur la place des parties prenantes, de ce module sur la place des parties prenantes et pour ce qui concerne donc l'apport des ressources. Pour ce qui concerne l'apport des ressources dans un projet, nous allons commencer par suivre cette vidéo afin de mieux comprendre ce que c'est que les ressources et comment est-ce qu'un projet se finance pour ceux qui veulent avoir une entreprise qui va durer. Il faut donc, comme je l'ai dit plusieurs fois, bien constituer l'entreprise depuis la base pour qu'elle soit compétitive. À défaut, quand l'entreprise aura des problèmes financiers, elle ne saura pas sur quoi s'appuyer ou bien sur qui s'appuyer. Allons-y donc ensemble. Écoutons la vidéo. Très intéressante. Merci. Dans la vie d'une start-up, il y a une étape qu'elle s'impose ou qu'on lui impose, je ne sais pas trop, pour certaines en tout cas, c'est la recherche de fonds auprès d'investisseurs, qu'ils soient privés ou institutionnels. Est-ce que vous ne pensez pas que ça peut être contre-productif dans la mesure où ça les ramène à une logique causale par rapport à une logique effectuelle? En gros, on va faire un business model, aller chercher des sous, plutôt qu'aller voir nos clients et aller chercher des clients. Alors, moi, c'est ma position, mais après, on est sur un terrain plein de controverses. Hein. Je crois que, d'abord, souvent, je dis toujours, on ne sait pas d'argent dont on a besoin. Si vous cherchez de l'argent, c'est pour acheter une machine. Donc, c'est d'une machine dont vous avez besoin, pas d'argent. Donc, la question, c'est, j'ai besoin d'une machine, comment puis-je trouver cette machine? Et là, la créativité humaine est sans limite. Hein. On peut emprunter, on peut faire de la perruque. Il y en a qui disent on peut voler, mais non. Mais voilà. Donc, c'est pas d'argent dont on a besoin. On a besoin de ressources. Donc, on prend de l'argent quand c'est le seul moyen pour obtenir la ressource. Donc, c'est plutôt de se dire, voilà, si j'ai besoin de cette ressource-là, comment puis-je la trouver? Donc, on emprunte, etc., etc. Très intéressante. Merci. Dans la vie d'une start-up, il y a une étape qu'elle s'impose ou qu'on lui impose, je ne sais pas trop, pour certaines en tout cas. Donc, excusez, ça a sauté. C'est la recherche de fonds auprès d'investisseurs. On peut faire de la perruque. Il y en a qui disent on peut voler, mais non. Mais voilà. Donc, c'est pas d'argent dont on a besoin. On a besoin de ressources. Donc, on prend de l'argent quand c'est le seul moyen pour obtenir la ressource. Donc, c'est plutôt de se dire, voilà, si j'ai besoin de cette ressource-là, comment puis-je la trouver? Donc, on emprunte, etc., etc. Et puis, on s'aperçoit très vite que le besoin d'argent diminue. Moi, il m'arrive régulièrement, c'est un peu mon sport favori, je reçois un étudiant qui me dit « Bonjour, j'ai cette idée-là, il me faut 30 000 €. Ma réponse est « Donc, tu as décidé de ne pas le faire. » « Ah, mais si, il me suffit d'avoir 30 000 €. Donc, qu'est-ce qu'il dit? Il parle d'un étudiant. Là, on est dans leur contexte, parce que ici, chez nous, même nos gros hommes d'affaires, là, ils passent leur temps à courir dans les banques inutilement. Il dit quand il reçoit un étudiant ou un porteur de projet qui vient lui dire qu'il a besoin d'argent pour financer son projet. Première chose qu'il lui dit, il dit que donc tu as arrêté, donc tu ne veux pas, donc tu as décidé de ne pas faire ton projet. Leçon, quand vous cherchez l'argent pour faire le projet, c'est que vous avez décidé de ne pas faire le projet. Il faut qu'on s'accorde là-dessus. Donc, dès que vous commencez à chercher l'argent pour votre projet, c'est que vous avez décidé de ne pas faire votre projet. OK. Continuons. Je rentre un peu. On continue. Bonjour, j'ai cette idée-là, il me faut 30 000 €. Ma réponse est donc tu as décidé de ne pas le faire. Ah, mais si, il me suffit d'avoir 30 000 €. Et donc, on discute, ça prend entre 5 et 10 minutes pour s'apercevoir qu'en fait, il peut déjà faire un MVP pour 2 000 €, voire 0. Et puis déjà, quand il aura un proto, un MVP, etc., il pourra déjà le montrer à plein de clients, se rendre compte que ce qu'il avait imaginé, c'est pas du tout ça, mais que par contre, il y a un truc et que s'il modifie, etc. Et donc, de rentrer dans cette logique itérative à très faible investissement
Et puis, quand au bout d'un moment, il a mis au point son produit et qu'il a le business model, etc., là, par contre, il y a besoin de passer à l'échelle et là, on va lever de l'argent. À mon avis, il ne faut pas le faire trop tôt parce qu'on va griller de l'argent juste pour essayer, et là, c'est de l'argent qui coûte très cher pour le coup. Voilà. Donc c'est un peu, en tout cas, moi, c'est le modèle que je revendique. On itère d'abord en investissant peu, et puis à un moment donné, là où il va falloir passer à l'échelle. Quand vous êtes Blablacar et que vous voulez conquérir le monde, bah là, effectivement, il faut 100 millions de dollars. Voilà. Donc, ce qu'on peut donc retenir après de cette vidéo, je pense que vous aussi vous êtes d'avis avec moi, c'est que la recherche de fonds est un exercice d'intelligence financière. Je dis bien, la recherche Très de fonds intéressant. est un exercice d'intelligence financière. C'est pour ça qu'avant-hier, j'ai parlé qu'il y a l'autonomie financière, encore appelée liberté financière. Il y a l'intelligence financière et l'autonomie financière. Je me répète, quelque part, il y a trois choses que vous devez retenir. L'autonomie financière, qu'on appelle encore liberté financière. L'intelligence financière, quelque chose que les gens doivent avoir. Et l'ingénierie financière, qui est cet outil qui permet de matérialiser l'intelligence financière afin qu'on ait l'autonomie financière. Alors, à travers cette vidéo, on retient que ce n'est pas d'argent dont on a besoin. On a besoin de ressources. Donc, de grâce, quand vous avez un projet, sortez pour chercher les ressources. Ne sortez plus pour chercher l'argent. Nos banques locales sont des banques, ce sont des guichets. Ce sont des banques pour les facilités financières. Ce sont des caisses. On n'y met que ce qu'on a pris. Oh, pardon, on n'y prend que ce qu'on a mis. C'est ça. Alors qu'un fonds d'investissement, un fonds de capital risque, une banque d'affaires, une banque de développement, ce sont des institutions qui sont là pour vous aider à développer votre entreprise. C'est leur vocation. Et ce que nous avons vu à travers globalement cette session de certification, de formation en certification Valo, que nous appelons Certivalo, c'était de vous amener à comprendre que être entrepreneur, ce n'est pas de courir après l'argent. Être entrepreneur, c'est courir après les ressources. Et la meilleure technique pour courir après les ressources, c'est à travers la règle numéro 3 de comment se faire des amis de Dale Carnegie que vous pouvez mieux comprendre cela. Que dit donc cette règle numéro 3? Cette règle numéro 3 nous dit, j'aime les fraises, mais pour une raison que j'ignore, les poissons aiment les asticots. En conséquence, quand je veux aller à la pêche, au bout de ma canne à pêche, ce que je mets, ce sont les asticots, ce ne sont pas les fraises. Donc, apprenez souvent à avoir une posture qui arrange les autres, à tenir un discours qui arrange les autres, pour les appâter. Et quand ils viennent, vous faites ce qu'ils veulent. Quand le poisson vient chez vous, vous faites ce que le poisson veut. Que veut le poisson? Que vous le mangez. Alors, quand vous allez attirer les souscripteurs, quand vous allez attirer les gens qui vont venir souscrire dans votre capital, ça aussi on l'a vu, ils doivent souscrire. Après, on va appeler le capital. Et après, on va leur demander de libérer le capital qu'on a appelé. C'est ça la chronique. Souscription du capital, appel du capital et libération du capital. C'est des nuances que les porteurs de projet doivent bien maîtriser lorsqu'ils veulent procéder à l'ouverture de leur capital. Alors, quand ce poisson vient là, il faut le manger. Donc, quand un investisseur vient, il faut qu'il joue le rôle qu'il est censé jouer. Le poisson est censé apporter de la protéine animale à un être humain. Donc, l'investisseur est censé apporter de la ressource.
dans un projet. C'est pour ça que nous avons besoin des investisseurs, nous avons besoin des parties prenantes dans notre entreprise. Sur ce, je vous dis merci pour cette 7e module, pour cette 7e session, pour ce 7e module. Et rapidement, nous allons passer, après la pause, évidemment, on va passer au prochain module qui s'intitule la gouvernance ou le jeu des acteurs. Et comme je vous l'ai dit, dans ce module, nous allons travailler essentiellement sous la forme de antenne libre. Donc, on va laisser tout le monde s'exprimer à travers les différents modules, à travers les différents points, les différents chapitres qu'on a partagés. Je ne sais pas si quelqu'un va nous lire les différents chapitres. Qu'un volontaire regarde et commence à lire, ouvre son micro et commence à lire le prochain module, les chapitres du prochain module. Comme ça, oui, il y a Edith. Oui, Edith, Madame Monte, vous avez la parole. Madame Monte, nous vous écoutons, merci. Vous pouvez m'allumer votre caméra, Non, ça je ne dépend. voulais pas demander la parole, je voulais mettre les cœurs, mais ça ne donnait pas. Ah, ok, Je voulais bon, mettre un peu les merci. cœurs, mais Un volontaire pour nous lire, je ne sais pas. merci Madame Monte, un volontaire pour nous lire les différents points. Donc, faites comme elle, mettez les cœurs, s'il vous plaît. Un volontaire pour nous lire le prochain point, les différents chapitres de la gouvernance, s'il vous plaît. Vous avez tout ça. Bon, s'il n'y a pas de volontaire, on prend la pause. Les amis, on revient dans combien de temps? Il est 11h46. On vient à quelle heure? On prend 1h30, 2h. La pause, c'est combien de temps? Bon, si vous ne dites rien, moi, je vais dire on se reprend à 20h. 1h, c'est bon pour Eliane. Non, 1h, c'est bon. 1h, c'est bon. Bon, 2 femmes ont dit 1h. Bon, le vote est fini. Hein. Le vote, c'était juste, le vote est fini. On a voté à 100%. C'est 1h. Donc, les amis, rendez-vous à 12h30. Non. Bon, rendez-vous à 13h. D'accord. Oui, rendez-vous à 13h. Merci.